Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau dimanche avec vous, le consommateur du week-end sur Equinox Télévision. Madame, Monsieur, nous sommes partis une fois de plus pour 2h30 d'utile et d'agréable. Aujourd'hui, nous accueillons, on va rentrer dans le sport, le football, le sport roi au Cameroun. Cela ne fait l'ombre d'aucun doute, le football. Et lui, il est vainqueur de la coupe du championnat du Cameroun, une fois, champion du Cameroun, et vainqueur de la coupe du Cameroun, deux fois vainqueur de la coupe d'Afrique des clubs champions, une fois vainqueur de la coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe. Il participe avec brio, on va le dire comme ça, la première sortie mondiale de l'équipe nationale du Cameroun, c'était en 82, en Espagne. Il a évolué au couloir gauche. Lui, c'est Mbom Ephraim. Ephraim Mbom est l'invité de ce numéro de dimanche avec vous. Mbom Ephraim, bienvenue. Bienvenue. Vous allez bien? Très bien. Ravi de vous avoir. Dites-moi, Mbom Ephraim, 2019, c'est une grande date pour vous? C'est une grande date, effectivement, puisque... Pourquoi? Parce qu'on doit organiser la Coupe des Nations. Voilà. Ouais. Vous y croyez? Il n'y a plus de l'ombre d'aucun doute? Non, moi, Vous êtes sûr que ça va se passer ici? Je sais que ça va se passer. Vous basez sur quoi? Non. Même en 72, Il y aura aussi ces problèmes? il y avait ce problème, puisque rien n'était prêt, mais on a fait avec. Et je sais qu'en 2019, nous allons passer parce que tout sera prêt. Moi, je suis sûr. Ça apporte quelque chose. C'est bien quand on organise une compétition très de bien. la rigueur. C'est même bien, parce que ça apporte beaucoup de choses sur le plan économique, sur le plan touristique et beaucoup d'autres. Okay. Oui. Est-ce que vous comprenez ce discours-là tenu par certains Camerounais qui ne veulent même pas que ça se passe ici chez nous? Vous les comprenez, ces gens-là? Je les Ils disent comprends. qu'on a d'autres problèmes. Moi, je les comprends. Oui. Avec ce qu'on vit actuellement au pays, ils se disent, ils sont vraiment pas sûrs. Mais je sais que quand ça concerne le sport, ça va passer. C'est une grande fête. Oui, une très grande fête. Vous avez vécu ça en Libye. C'était le même engouement? Coupe d'Afrique des Nations 82? En Libye, c'était presque le même engouement, sauf que nous, vous arrivez dans un pays, tout le monde est renfermé, donc on ne peut pas savoir ce que les gens pensent. Mais c'est la fête du football. On l'a vécu en tant que telle fête du football. Donc vous souhaitez Puisqu'on nous a ramenés, ils n'étaient pas dans les hôtels d'hiver, on était dans un complexe où tous les 8 clubs étaient. Donc on échangeait. Donc c'était très beau, très bien pour vous. Malgré ce qui se passait à l'extérieur. Mais vous avez eu à la tête à la Coupe du Monde? Non. On devait d'abord gérer ce stade avant d'atteindre l'autre. Oui, je dis donc que vous pensiez déjà beaucoup plus à la Coupe du Monde. Non. Tout commence par là. Oui. Il faut d'abord prouver ce qu'on veut là pour regarder la Coupe du Monde. Mais ça n'a pas été... Et c'est deux compétitions un peu différentes. Donc on ne peut pas comparer la Coupe d'Afrique des Nations à l'époque à 8 clubs à la Coupe du Monde qui a plus de 30 clubs. Donc, nous, on voulait faire, mais on n'a pas pu. C'est quoi? C'est le synthétique qui vous a dérangé? C'est surtout le gazon synthétique. Ça nous a gêné, franchement. Mais vous qui avez joué ce match, on va revenir là-dessus, Canon Bilima à Garoua, c'était le synthétique. Est-ce que vous, les joueurs du Canon, qui faisaient partie de ce bloc-là, de la Coupe du Monde, de la Coupe d'Afrique des Nations en Libye, vous avez déjà quand même évolué avec des chaussures adaptées au synthétique? Oui, je suis d'accord. Pourquoi en Libye, ça vous dérange encore? Je suis bien d'accord avec vous. Oui. Mais ça dépend des gabarits des joueurs. Oui. Parce que des garçons comme Yaoud ou les consorts ne peuvent pas évoluer sur un terrain en gazon synthétique où tu n'as pas le droit de tacler, tu dois jouer juste. Tu fais même trop de force, ça porte le claquage et tout. Donc, on était vraiment, à Garoua, on était défavorisés à tous les niveaux. Et c'est qu'on nous marque un but, on revient au score, on m'a laissé un but, on prend un but d'égalisation vers la fin. Donc c'est le synthétique qui a fait que passionner la Garoua. Puisqu'arrivé à Kinshasa. Oui, on va revenir là-dessus. Voilà.
La preuve, vous avez sorti le grand jeu chez eux. Ah oui. On va y revenir. Merci, Bon Ephraim, d'avoir accepté notre invitation. Ouais. Bon, Ephraim, on va aller, vous qui avez tellement voyagé, est-ce que, à côté des aéroports, là-bas, la vie se développe, il y a des maisons, des gens qui construisent pour des aéroports. Vous avez fait beaucoup de pays d'Afrique. Comment ça se passe là-bas? Non, mais attends. En Afrique, tout le monde, c'est presque pareil. Hein. Sauf à Kinshasa. Les gens construisent à côté de l'aéroport. Sauf au Zaïre où j'ai vu un aéroport. Ndjili. Ndjili. C'est à 50 km. Oui, du centre-ville. Bon. Et on a quand même un ici. Oui. Pour nous. On a Simalem qui est quand même aussi loin de la ville. Oui. Et Douala. Voilà alors, pour moi, Douala c'est la catastrophe. Les gens sont même au bord de la piste d'atterrissage. Ok. Et là c'est dangereux. Ok. On regarde donc cet élément que nous propose Kedja. On en parle juste après. Kedja, les voisins de l'aéroport international Douala. Newton Aéroport, arrondissement de Douala 3, par une après-midi ensoleillée. Par endroits, les rues sont vides, tandis qu'à d'autres on aperçoit quelques individus qui vaquent à leurs activités quotidiennes. Normal, c'est la période de classe. Pourtant, si le quartier semble similaire à de nombreux autres de cet arrondissement, mi-urbain, mi-rural, il a une particularité, celui de sa proximité avec l'aéroport international de Douala, unique porte d'entrée et de sortie aérienne de la capitale économique et de toute la région littorale. Dans les profondeurs de ce quartier populeux, nous sommes allés à la rencontre des riverains pour toucher du doigt un quotidien que le voisinage qualifie de risqué. Nous vivons ici sans souci aucun, parce que sincèrement, la voie de l'avion, ça sort de l'autre côté, de l'est et ça va à l'ouest. Nous qui sommes ici, il y a même les avions qui atterrissent, on ne sent même pas le moindre bruit, à moins peut-être qu'on est au bord de la route, on voit comment ça atterrit, on voit comment ça passe qu'on envole. Rien de dangereux en somme, nous attestent ces riverains qui ont fini par s'habituer à la grosse perturbation sonore produite par les avions. Avant, il y avait les gros avions, qui est le Boeing 747. Quand la Boeing passait, tu entendais comment les maisons faisaient le bruit, ça ne nous a pas effrayé. Aujourd'hui qu'il n'y a plus d'avions, les petits avions de taxi là, comment ça peut nous effrayer? Oh, c'était pas la même chose. C'était un peu difficile, il fallait de temps en temps se réveiller. On pensait que notre maison devait s'écrouler ou l'avion tombait sur nous. Aujourd'hui, près de 30 années plus tard, le bruit est toujours là, mais on a fini à force par ne plus l'entendre. Même pour les plus jeunes, ces gigantesques oiseaux mécaniques se sont transformés en objet de jeu. Le bruit, plutôt quand ils entendent l'avion passer, ils crient l'avion, 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 l'avion. Donc ils sont fiers de cet avion. Ils naissent avec le bruit, ils grandissent avec ce bruit. Donc ils sont habitués, ils sont à l'aise. Risque de santé, je vous jure que même si c'est au ciel que vous allez, vous êtes malade. Vous pouvez toujours être malade. Une réalité qui ne fait pas oublier aux riverains la précarité de l'endroit, ainsi que l'insécurité sociale à laquelle ils font face au quotidien. Changer le quartier en tant que tel, oui, parce que bon, ici on n'a pas de titre foncier. Là peut-être j'irai là où j'ai une sécurité. Bon, mais dit par rapport au bruit, je préférais encore rester ici. En plus de la nuisance sonore due aux avions, il y a la violence des eaux sournoises. Le quartier étant une zone verte, les habitants sont pendant la saison de pluie confrontés aux inondations que la construction de ce drain viendra certainement réduire. Mais en attendant les travaux de la communauté urbaine, on continue de vivre, ici comme ailleurs, de façon assez paisible. De ce côté, nous avons l'aéroport international de Douala dans toute sa magnificence, avec tout ce qui s'y dégage en termes de bruit lié au vombrissement de moteurs d'avions qui atterrissent et décollent en permanence. Pourtant, les populations assurent être dans un état d'harmonie totale avec ces bruits. Elles se sentent, comme qui dirait, habituées. Et à l'idée de quitter ce quartier, la réponse est tout de suite non. Pour Equinox Télévision, depuis l'aéroport international de Douala, nous sommes Innocent Abega et Kedja. Merci Innocent Abega et Kedja. Merci à vous. Bon, vous voyez, ils disent qu'ils sont habitués. Hein. Ils naissent dans le bruit, les enfants, ils naissent, ils grandissent avec ce bruit. C'est bien beau. Et quand vous voyez en Europe,
les gens se révoltent pour la construction des aéroports. Non. À Nantes. Si eux trouvent que c'est bien, le jour qu'il y aura Carabola, ce sera plus bien. Mais c'est pas bon d'être quand même à côté de la piste d'atterrissage. C'est pas bon. Même s'ils disent quoi, moi je trouve que c'est pas bien. À qui la faute? Aux autorités ou bien aux populations? C'est pas la faute n'est pas aux populations parce qu'elles n'ont pas là où c'est les autorités laissent faire. Laissent la population. Bon, vous voulez quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire? Je n'ai rien à dire là-dedans, dessus. Parce que ça ne me concerne pas. Si eux trouvent qu'ils sont bien là-bas. Comment ça ne vous concerne pas? Non. Moi, je suis à... Ça, c'est une population informée, là. Mais moi, je suis à plus de 10 km de cet aéroport. Donc, moi, je suis suffisé là-bas. Et ils disent que... Ils se plaisent là. Ils se plaisent, bon. Mais qui doivent savoir qu'ils se trompent. Parce que là, c'est pas bon. On de rester à côté de l'aéroport. Surtout d'une piste d'atterrissage. L'accident d'avion, c'est décollage, atterrissage. Je veux que ça capote là-bas, ça va être grave. Voilà. Ok. Donc ça c'est, comme disent souvent les gens, on va faire comment? On va aller où? On va aller où? On les déloge là, on va les loger où? Voilà. C'est ça le problème. C'est des endroits qui manquent ou les recaser? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Là c'est la question qui appartient aux autorités de Douala. Ceux qui sont là pour faire ce travail. Et ils doivent le faire. Bon, enfin, dites-moi, vous savez, le Cameroun, très souvent, lorsqu'on va en compétition internationale, les médailles, les disciplines qui nous ramènent les médailles, l'artérophilie, la boxe, vous qui avez été à Yaoundé dans le canon, vous avez vu, connaissez le camp de l'unité? J'y ai toujours été. La dernière fois que vous étiez au camp de l'unité, c'était quand? Vous aimez la boxe? Tous les footballeurs aimaient tous les sports. Ah, tous les sports? Oui. Particulièrement la boxe? On aimait la boxe. On aimait tout ce qu'il y a sport, qu'il y avait comme sport au Cameroun. Oui. Donc ça veut dire quoi? Par exemple, quand il y avait finale de Coupe du Cameroun, oui. Il y avait finale de boxe avant. Oui. Nous tous on allait. La semaine, on appelait ça la semaine de coupe. Semaine de coupe. Nous tous on allait là-bas. Il y a le volley, nous tous nous sommes là. Il y a le handball, nous tous sommes là. Basket, nous sommes là. Donc, ça veut dire que le dimanche, il y avait la clôture de tout, le football. Tous ceux-là venaient au stade pour voir. Ils venaient chercher leur trophée? Ils venaient aussi chercher le trophée, ils venaient supporter ceux qui les ont toujours supportés. Ils étaient nos premiers supporters. Donc le sport à l'époque, tout le monde était uni. La première médaille olympique, Djobé Salah, Martin Dongoé Banga, le foot, tout le monde était uni. Le camp de l'unité. Vous avez vu? On y allait, on faisait bouger le camp de l'unité. Avec combat de boxe. Vous êtes sûr que ça a changé? C'était en quelle année? Les années, ma dernière fois c'était les années 80. Elle ressemblait à quoi, cette salle-là? Elle a toujours été comme elle a été. Ah bon? Sauf peut-être qu'il y a besoin de petites améliorations, mais elle a toujours été comme elle a été. Vous croyez qu'on a amélioré quelque chose là-bas? Je ne sais pas. Je ne suis pas boxeur. Oui. Mais ce que j'ai vécu le jour-là, j'ai vu qu'il y avait une amélioration quand même. Non, je ne crois pas. Aïssiri va nous montrer le camp de l'unité à Yaoundé. Regardez, Aïssiri. Voici le camp de l'unité de Yaoundé. L'infrastructure qui date de l'époque coloniale est en ruine. La toiture, les toilettes et les gradins subissent le poids de l'âge, tandis que le ring n'est plus que l'ombre de lui-même. C'est pourtant ici, au camp de l'unité, que sont formés les champions de boxe camerounais. Pour les observateurs étrangers, ils ne peuvent même pas imaginer où est-ce que les boxeurs camerounais se préparent. Parce que s'ils pouvaient imaginer que c'est dans cet endroit, je suis sûr qu'ils se poseraient les mains sur la tête et se demanderaient « Attendez, comment on fait ?» Il en est du camp de l'unité pour la boxe, comme de ce camp d'entraînement des haltérophiles. L'infrastructure également ne paye pas de mine, mais elle produit de grands champions. La plus grosse satisfaction que nous puissions avoir, c'est de se dire, ah ok, tel qui s'entraînait ici, on l'a vu voyager, on l'a vu partir,
on l'a vu ramener avec une médaille. La championne du Commonwealth vient d'ici, voilà. Tout ça là, ça n'a pas de prix. Parce que c'est ce qui demeure. Ce sont les seules choses que personne ne peut effacer. Il s'agit ici d'une initiative privée pour pallier au laxisme des pouvoirs publics. Etundi Onambele, plus connu sous son nom d'artiste musicien de Crotal, accueille dans son centre les équipes nationales d'haltérophilie du Cameroun. Toutes les 2 équipes nationales sont ici. On a gagné beaucoup de médailles grâce à lui. Vous voyez qu'actuellement, là, il vient de nous fournir encore du matériel ce matin. À chaque fois qu'il a l'occasion, il fait venir le matériel. Quand on fait par exemple la sélection, puisqu'il se connaît un peu, il s'assoit là en tant que président. La boxe, l'haltérophilie et l'athlétisme ont offert au Cameroun 3 médailles à l'issue des derniers Jeux du Commonwealth à Gold Coast en Australie. Mais les conditions dans lesquelles les athlètes camerounais préparent les grands rendez-vous internationaux laissent à désirer. Merci, je le sais, Achille. Dites-moi, le Cameroun, ça manque de fabrique. On fait toujours ce qui n'est pas normal. On doit toujours s'écarter de la norme. Je vois tout ce qui se passe, mais ne dis pas que ça manque de fabrique. Mais la preuve, est-ce que le football a les espaces? Oui, c'est ce qu'on déplore. Quand je veux dire que ça part de certaines époques, et nous, à notre époque, il y avait tout, les espaces. Même il y avait tout? Il y avait presque tout, presque tout. Même comme c'était au-delà, parce que nous, quand on s'entraînait sur un terrain comme en Colère, avec le gravillon et tout, jusqu'à aujourd'hui, ça ne change pas. Voilà. Et vraiment, sauf que le Cameroun est fort, c'est ça. Parce que c'est voilà pourquoi je dis donc que qui s'entraînent là comme ça. Et les autorités ont compris ça? Que s'ils mettent nos athlètes dans les conditions les meilleures, ils ne vont pas ramener tout ce qu'ils ont ramené là. Comme attendez. Qui gère les mettre dans ce genre de... Qui gère ces fédérations? Qui? Oui. Les autorités doivent voir ça. Parce que... Elles ne savent pas que ça se passe comme ça? Je crois qu'elles savent, mais il faut qu'elles y mettent. Qu'elles s'y mettent vraiment. Parce que là, c'est terrible. On ne peut pas montrer ça aux vieux sur tout le monde. Si on montre ça au monde entier, ça va devenir grave. Vous avez... Le monde entier n'a pas vu, là? Je ne suis pas sûr. Ah bon? Parce que là, c'est grave, c'est grave. Quand il y a eu des infrastructures comme ça, maintenant, les combats de boxe, quand il y a un grand combat, on amène nos palais de sport. Oui! Quand il y a un bon truc de karaté, on amène nos palais de sport. Parce que là, c'est quand même, c'est mieux. Mais pourquoi on n'amène plus là-bas? Non. Il faut qu'elles prennent ça en considération. Le sport est la seule chose qui reste au Cameroun. Après passer la politique, moi la politique, le sport quand même, ça te donne la fierté au Cameroun. Il faut que les gens regardent et s'y mettent vraiment. Parce que tout ce qui se passe, tout ce que je vois là, c'est de l'abandon total. Ça ne vaut pas la peine. Ça existait aujourd'hui, moi, comme ça, je ne devais pas jouer au football. Tellement que les stades, le collège résiste encore. Mais à Douala, il y a combien de stades? Il n'y a rien. Parce qu'il y avait le terrain de football, les gens ont construit les maisons, les immeubles. Et c'est pas sérieux. Les cours de récréation des écoles même n'existent plus. Il faut vraiment... Il faut refaire tout. Il faut refaire ce pays? Il faut refaire tout. Surtout dans le sport. Refaire le pays, c'est autre chose, c'est autre politique de refaire le pays. Nous sommes derrière eux pour refaire vraiment le pays. Oui. Ça, je ne discute même pas. Je vous le dis franchement. Il faut refaire. Il y a des choses à refaire. On va dormir sur le laurier. On n'est rien. On n'existe plus. On n'existe plus. Mais Crotal, il dit dans l'élément qu'on peut tout changer, mais l'histoire retiendra que ces médaillés sont passés par son sang. Oui, mais parce une initiative privée, hein? Parce qu'il est quelqu'un qui aime. Oui. Quand tu aimes le sport, tu te jettes. Tu fais tout pour aider les autres. Ce qu'ils veulent faire. Et lorsque les autorités administratives regardent ça... C'est même bon qu'un particulier puisse faire ça. Pour que les autorités elles-mêmes voient. C'est vrai. C'est bon qu'un particulier puisse faire.
Et c'est là que ça qu'on veut. On veut les gens volontaires qui veulent aider. Et on en a au Cameroun. Il y en a beaucoup qui veulent aider et qui peuvent aider. Il y en a beaucoup. On en a beaucoup. Mais seulement dans le football, c'est beaucoup plus. Il y a beaucoup d'écoles de foot qui se sont créées. Là. Non. Là, en fait, moi, les écoles de foot, c'est que c'est beau. Mais pour moi, peut-être que c'est... Est-ce que vous êtes passé par une école de foot? Jamais. Vous pensez qu'il y avait plus de footballeurs talentueux à l'époque que maintenant qu'il y a les écoles de foot? Il y a école de foot et école de foot. Ah bon? Oui. Il y a déjà des... Parce que nous, par exemple, nous ne sommes pas passés par là. On a les bracelets. C'était le talent brut, hein? Le talent brut. Le talent inné. Oui. C'est pas brut, inné. Parce que là, on ne tient pas le génie du footballeur. Oui. On tue le génie dans les écoles de foot? Certains. Certains tuent. Comment? Dites-nous concrètement. Il y a certaines écoles où on ne permet plus aux joueurs d'évoluer normalement comme il entend. Oui. Il y a blocage quelque part dans certains mouvements. Et nous, on a une école de foot qu'on apprécie beaucoup. Parce qu'elle nous envoie faire les présélections, nous les anciens. Oui, oui, c'est vrai. Le bracelet du Cameroun. Elle nous envoie faire des prospections. C'est parce que vous faites du métier. On sort des génies. C'est les génies qu'on sort. Parce que là-bas, les enfants jouent. Ils ont 12, 13 ans. Ils jouent leur football comme ils peuvent jouer au quartier. Ils s'amusent. Et quand ça arrive ici, on améliore sur le banc pour faire monter. On encadre leur génie. On encadre le génie, on encadre tout. Donc c'est ça. Mais les autres, je ne sais pas comment ça se passe là-bas. Moi, je n'ai jamais vu un footballeur on me dirige au stade. Est-ce que c'est pourtant le désordre quand on joue au foot? Faut bien quelqu'un vous dire que non. Non. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Oui, on l'entend. Mais quand tu connais la valeur de ton joueur, tu le laisses faire n'importe quoi, ce qu'il veut? Pas n'importe quoi. Il est dans la discipline du groupe, la discipline du jeu, mais il peut apporter son génie. Moi, il demandait de ne pas apporter son génie. Ah oui. Il y a des gens qui tirent les cornets, ça entre seuls. Jean-Louis Maman. Les Jean-Louis Maman, quand on sort, pas de pelé, ça entre seul. C'est son génie personnel. Tu vas gâter ça, tu vas éteindre ce génie. Non. Les éteints jouent là, ils consomment. Ils pesaient ce qu'ils voulaient. Ils amenaient leur génie. La béga, mais il était passé par une école de foot. Mais attends. Mais il est passé par une école de foot, mais il a apporté sa part de contribution. Pourquoi quelqu'un de l'émission lui demandait de ne pas dribbler? Non. Mais il fallait dribbler pour comment on appelle ça? Pour apporter quelque chose à l'équipe. On ne dit pas inutilement. Et maintenant, ne ciblez pas dribbler. Quand il veut prendre son ballon, il est passé par l'école de foot à Barcelone. À Marseille. Quand il prend son ballon, il fait ce qu'il veut avec. Et tout le monde est sur lui. Il est le patron. Iniesta, qui va partir bientôt. C'est la même chose. Quand les Xavi étaient, c'est la même chose. Ronaldo aussi, devant lui dire, il ne veut pas faire ces choses qu'il fait. Non. Le foot est un spectacle. Donc vous dites qu'il y a des écoles... Non. Le foot est un spectacle. Donc vous dites qu'il y a des écoles de foot aujourd'hui qui... Certains qui tuent le génie. Qui tuent le génie. Des enfants. Parce qu'on te dit, il dit, mais par une fois, il faut faire la passe. Il faut faire ceci, il faut faire là. Dans le cas, il est frustré. Il est frustré, il ne peut pas jouer. Il ne peut vraiment pas évoluer dans les normes. Alors il faut qu'on voit ça. On est en perte de génie. Il faut bon quand même. C'est vrai quand même. Aujourd'hui, quand vous regardez... On est en perte de génie. Vous allez voir le match de championnat Ligue 1 là? Oui, je voyais quand c'était encore à la réunification. Là où on déloge, on envoie à l'une des boîtes. C'est un problème de délocalisation pour vous? Oui, bon, non. Il y a quand même toujours des génies comme à votre époque? Non, je pense pas. Mais quand vous allez au stade, vous reconnaissez quand même? J'assiste quand même aux entraînements de certaines équipes. Ils savent quand même qu'il y a des gars qui veulent. Oui. Qui veulent faire. Seulement qu'on les suive, qu'on les encadre bien. Qui veulent faire. Ok.
Pour le moment, on va souffler un peu la musique. Hein? Ouais. On souffle un peu la musique et on revient, on retrouve Bomb FM, mondialiste 82. Football. Ouais. Et le vrai football, avec engagement partout. On connaissait les 22. Hein? On se connaissait, tous les bons connaissaient les 22. Mais non, on savait que c'est elle là-bas. Tel côté. Oui. C'est pour ça que je veux dire. Et ça a beaucoup payé. Ça a vraiment beaucoup payé. Ça a payé jusqu'en 2004. C'est même la génération qui vient là. Après nous, il y a ceux qui étaient en Australie, qui entraient vite, vite. Après, il y a des cadets qui venaient, qui venaient vite, vite. Ça va. Ça se change. Ça va, renouvellement, ouais. Ça tournait. Quand deux vieux sont fatigués, deux jeunes entrent. C'était comme ça. C'est la bonne politique. Bon, je m'arrête là. Ok. Donc il y a eu Gormaya en 78 ouais. Et surtout Bilima en 80. On parlait de ce match de Garoua où vous avez dit que c'est le synthétique qui vous a... Le synthétique qui nous a... Pas la chaleur, pas la canicule. Non, pas la chaleur. Là, on a fait un mois de stage à Garoua. Oui. On était acclimaté. Au contraire, c'est les Garoua qui n'étaient pas comme nous. Ils ont quand même pu vous filer de but. Ils ont pu. Parce que eux, comme c'est des fins techniciens, ils avaient des joueurs légers. Très légers. Donc, ils déroulaient facilement. Plus que nous. Et avant, vous savez, je ne vous le rappelle pas, le football camerounais est trop lent. Les Camerounais sont lents. Ouais. Mais on va doucement, doucement pour aboutir. Mais vous étiez rapide face à l'Italie en 82. Le but d'égalisation. Mais là, c'était... Vous savez pourquoi on marque ce but? L'Italie a l'euphorie qui vient de marquer un but. Oui. Donc, quelque part, on les surprend. Là, si se repositionnait, je ne suis pas sûr que ce but serait entré. Parce que les gens me disent on a joué défensif à la Coupe du Monde. Tu peux jouer plus défensif que les Italiens. Dès qu'on a marqué ce but, c'est fini. Oui, on en parle tout à l'heure. Revenons donc sur cette, voilà, cette manche allée déjà de Garoua. Déjà, quand vous arrivez à Garoua, comment ça se passe? Comment vous êtes accueillis là-bas? Non, Garoua, voilà. C'est tout le Cameroun qui est derrière vous? Mais le canon, c'est le grand canon. Oui. Tout le Cameroun est derrière nous. Mais peut-être ce jour-là, le Cameroun n'est pas derrière nous. Parce que, comme à l'époque le président avait préparé 2 jeux de maillot, je croyais pour une fois que la CAF se trompe, ne voulait pas faire jouer Canon Union en demi-finale. Il a ouvert l'Union jouer contre Bilima. Nous, on joue contre Benin Insurance. Du Nigeria. Du Nigeria. Donc à l'époque, le président croyait que nous deux, nous allons nous retrouver en finale pour que ce soit une finale entièrement camerounaise. On joue à Garoua avec le maillot vert blanc de l'Union. Comme il mettait en orange et rouge, peut-être que nos frères de Garoua croyaient que nous sommes les adversaires. Nous ne sommes pas le canon est en jaune. Ah oui. C'est à la fin qu'ils se rendent compte que maintenant, c'est le joueur qui était en vert blanc. Puisqu'à Kinshasa, on joue en rouge. J'ai préparé vert blanc contre rouge. Donc il y a eu une nuance dans ce truc. Et ce n'est pas ça, l'origine de tout ça. L'origine, c'est l'état du terrain. L'origine. Notre mauvais résultat. L'état du terrain. Au sortir de ces 90 minutes, vous étiez convaincu que vous pouviez faire quelque chose à Kinshasa? On était rassurés. Quoi? Puisqu'on sortit de là. Oui. Le chef de l'État. Le président Idio nous a appelés au palais à minuit. Oui. Pour lui demander si on va lui ramener le trophée au Cameroun. Qui a répondu? Qui a parlé en votre nom? Manga Ongeni. Qu'est-ce qu'il dit au président Idio? Il dit Excellence, on a compris. On a mal joué parce que l'état du terrain ne nous a pas permis de jouer, mais on vous rassure que le trophée
viendra à Yaoundé, au Cameroun. Le président a dit merci, c'est ce que je voulais entendre. Ok. Tout. Vous partez de Garoua pour Kinshasa ou bien vous descendez à Yaoundé? On descend à Yaoundé. Oui. On fait un seul entraînement. On mange sur Kinshasa jeudi. Le jeudi, on loge dans un hôtel en plein centre-ville. Comme les Quinois, eux, ils vont au bar à partir de minuit avec les femmes et tout. Le bruit partout. On a demandé à l'ambassadeur de l'époque, M. Api, qui demandait au président là que non, là on est là, on ne peut pas. La concentration n'y est pas. Donc nous ne pouvons pas aborder ce match dans ces conditions. Il a intimé l'ordre de louer la cité de la paix. Là on recevait les présidents quand ils arrivent à Kinshasa. C'est là-bas qu'on était. Ils ont logé là-bas. C'est plus calme là. Plus calme. On mangeait à l'ambassade. Les Camerounais venaient faire la cuisine. C'est là-bas qu'on mangeait. Pourquoi vous avez peur de quoi? Peur de rien. Peur de quoi? On avait peur de rien. On était sur le gars. On avait peur de rien. Quand il y a barqué Bénin l'assurance au Nigeria, c'est Bilima qui va te faire peur. Non. On n'a peur de rien. On a parlé de ce match de canon à l'époque au Nigeria où c'était toujours très très tendu. Hein? Très tendu. Très vraiment tendu. Tu ne peux pas finir un match à 17h. Tu sors du stade à minuit. Parce qu'on a décrété un couvre-feu. C'est dangereux. Parce que tu as éliminé l'équipe. Tu élimines l'équipe adverse. Ça devient un problème. On veut tuer tout le monde. Les supporters blessés par-ci par-là. Vous avez eu ça au Nigeria? On a eu ça à Benin City. Un autre pays d'Afrique? Jamais. Bon. Jamais. Donc au Nigeria qu'on a eu ça. Même à Kinshasa, on a 3-0. Au contraire, on a un public qui est comme celui de Douala. Quand tu joues bien, c'est toi qu'on supporte. Ah oui? Dans les supporters de Vita, de Batia, tous ces clubs-là, là, oui. Supporters déjà devenus nos supporters. C'est pourquoi ils ont dit Bazala qui est sorti. Alors, Cameroun, Bazala qui est sorti. Oui. Bon, 3-0. Vous ne donnez même pas la latitude, vous ne leur donnez pas la chance de mettre un seul but chez eux. Parce que à Garoua, ils avaient trop confiance en lui. Et on a passé une nuit terrible à Garoua. Des injures par-ci, par-là. Comme ils étaient contents dans l'euphorie. 2-2 à Garoua, 0-0 ce jeu, ils prennent le trophée. Je ne croyais pas. Je ne croyais vraiment pas. Et avec cet énervement, avec tout ce qui s'est passé à Garoua, la rage était. On ne devait pas perdre. Ok. Donc il y a ce trophée-là, mais vous, c'est surtout l'équipe nationale. On va parler de l'équipe nationale. Ok. Vous participez à la CAN 82 en Libye. Pas une bonne CAN, hein? Une bonne CAN, parce qu'on trouve les mêmes caractéristiques que Garoua. Et synthétique aussi. Et là-bas, le synthétique même n'est pas touffu comme celui de Garoua. Le synthétique est comme le tapis. Là encore, c'est trop de difficultés. Il n'est fait que pour les gens de petite taille, de petit gabarit. Même difficulté. Oui. Sauf qu'il y a quelque chose qui me revient dans la tête tous les jours. C'est quoi? On nous a refusé un but contre la Libye. C'est ça qui devait vous donner le trophée? Ça nous donnait la qualification pour le deuxième tour. Et comme la Libye, pays organisateur, un ballon qui flotte en l'air, qui va aller dans les filets, on siffle la fin du match, le ballon était en l'air pour aller dans les filets. Le ballon a atterri dans les filets, mais le match est fini, le ballon est en l'air. Ah bon, la bête siffle, le ballon est en l'air, mais pas encore au sol. En l'air en train d'aller vers le but. Le ballon est battu, il siffle à la fin du match. Qui va revendiquer? En Libye. Oui. Et c'est les aléas du football. On va faire comment? Oui. On n'a pas pu gagner un match. Alors qu'on devait le gagner. C'est supérieur à tout le monde. Le terrain nous a défavorisés. On reste tranquille. C'est tout. Ok. Bon, bien avant ça, il y a eu ce grand match. Cameroun, ce match qui vous envoie à la Coupe du Monde.
il y a eu le match de Yaoundé et à Kenitra aussi. Ouais. Bon, mais Clem est toujours à gauche. Toujours. Il était inamovible. Tu vois tout là. Le Grand Maroc, hein? Oui, mais le Grand Maroc, nous aussi on avait le Grand Cameroun. Oui. Non, on avait aussi le Grand Cameroun. Et ils avaient peur de nous comme on avait peur d'eux. Voilà. Lorsque vous allez en Coupe du Monde 82, vous avez une idée ce que le Zaïre a subi en 74? On a une idée, mais on n'est pas le Zaïre quand même. On n'est pas le Zaïre. La Russie a dominé l'Afrique à l'époque, mais quand ce que le Zaïre a fait à l'échéance mondiale, là, c'était pas bien pour tous les Africains. Et nous, on n'était pas résignés, on ne pouvait pas être comme le Zaïre. Avec les capacités qu'on avait et les joueurs qu'on avait, on ne pouvait pas. On pensait aux Zaïre, mais c'était à côté. Dites-nous, qu'est-ce qu'il en est? Vous venez de démentir, hein? On a pensé que, on nous a toujours fait comprendre que 82, vous êtes allé jouer, vous êtes allé tout fermer. Parce qu'il ne fallait pas apprécier autant de buts que le Zaïre. Oui, le discours que vous tenez, Jean Vincent? Je suis d'accord avec ceux qui le disent. Mais ceux qui ont suivi Jean Vincent avant le début de cette Coupe du Monde, il est allé voir le match en France. France-Pérou. Le Pérou a battu la France 1-0. Il a dit aux journalistes français, il a une équipe du Cameroun forte, il veut qu'elle la plus forte. Cette équipe a 8 joueurs d'une équipe comme Canon Mélaoudi. Ok. Et 3 joueurs de l'Union qui vont rentrer. Oui. Il a une équipe compétitive. Okay. Il ne veut pas jouer les troubles faits. Voilà, je vais justement demander à Séverin Tchouban de nous présenter les 16 qui étaient à la Coupe du Monde 82. Séverin Tchouban, s'il te plaît. Voilà, les voilà. Les 18. Oui. Voilà, ça c'est 82, hein? Oui. Thomas Nkono, Michel Kam, Doumbelea, Aoudi Ibrahim, Oui. Tokoto Jean-Pierre, Kamga, Abega Théophile, Oui. Emmanuel Koundé, Enoka Edmond, là-bas, au bout là, je vois pas bien, mais chaque année c'est Paul Bauquin. C'est Bauquin. Et Bonga Bouboul, Roger Mila, Oui. Maya, Guéa, Ben Joseph Antoine. Oui. Il manque Tchouban, le feu Tchouban. Tchouban, oui. Voilà, Tchoto. C'était le 3e gardien, hein? C'était le 3e. Oui, qui a fait la Coupe du Monde. Oui. Voilà. Donc voilà donc les guerriers qui vont à la CAN. Il n'y a pas quelqu'un, on va parler de lui tout à l'heure, on en a Elundo. Donc Jean Vincent dit aux autres que méfiez-vous, il y a des gars sérieux qui arrivent. Je coupe. Oui. Ça, c'est le match. Le match Maroc-Cameroun. Oui, avant la Coupe du Monde. Avant. Oui. Parce que là, il n'y a que 23. Oui. À la Coupe du Monde, il y a eu au départ 27 pour aller, parce que les BEP sont rentrés, tout ça. Oui, oui. Ça, c'est Cameroun. Cameroun-Maroc. Cameroun-Maroc. Oui. C'est grand. En face, il y avait Clément. Le match aller n'avait pas Clément. Oui. C'est au match de jour que Clément est venu, avec Moustapha. Hein? Pour vous secouer un peu? Pour secouer, pour nous croire secouer. Ah, croire secouer? Oui. Alors qu'on ne secoue pas un baïba. Oui. Donc il y a cette... à l'époque, il y a trois qui viennent... Non, 4, Michel Kam, Maya, Tokoto et Roger Mila. Roger Mila. Oui. Kam était à ce match. Oui, il était. Donc la force de cette équipe, c'est le pays, le championnat du Cameroun. Cameroun. Et c'est quoi, le canon de Yaoundé aussi? Canon, Union, Tonnerre, tout le monde est mélangé. Dites-moi, sérieusement, bon, il y a un débat, on dit, vous avez dit tantôt que ce n'était pas vrai à 100%, mais pour jouer à l'équipe nationale, c'est vrai qu'il fallait être dans le canon? C'est pas ça. Le problème est lequel? Des joueurs aussi talentueux que Kamga. Non, mais on dit qu'il ne pouvait pas jouer tant qu'un Bida était là. Non, je suis d'accord avec vous. Quand
on dit talentueux. Oui. Joseph Kanga. Vous avez suivi, quand il y a une équipe de 23 joueurs, chaque joueur a quelqu'un qui peut jouer quand il n'est pas là. Oui, le backup. Et il y a l'expérience qui joue beaucoup. Parce que Kanga et Nangazozo ont été bloqués par Abega et Mbida. Bloqués? Bloqués par rapport à l'expérience, par rapport au vécu, par rapport au savoir-faire. Ça, c'est une vérité. Eux-mêmes ne peuvent pas vous dire autrement. C'est vrai, j'ai discuté avec François Isaac qui me disait que lui, c'était au coteau. Je dis, non, je dis, ils ne peuvent pas vous dire autre chose. Parce que quand on est même en stage, chacun sait que ici, celui-ci me dépasse. C'est la clarté, la fierté qu'il y avait dans cette concurrence saine. Une concurrence saine. Oui. Tu sais que quand je suis pas là, elle va entrer. Oui. C'est ça. Et qu'on dise, non, il fallait une équipe pour gagner. Une équipe pleine d'expérience. Et on avait, au canon à l'époque, avait quand même trop de joueurs plus expérimentés. Franchement, quand on avait les joueurs plus expérimentés que ceux de l'Union. Beaucoup. Donc là, ça et nous on savait. L'entraîneur faisait tout en détail, en ordre. Chacun connaissait que celui-ci. Non? Mais il y a des matchs amicaux qui sont joués. Chacun a fait le match amicaux. Personne peut te dire à cette équipe qui n'a pas fait un match amical. On juge chacun par rapport au match amical. Ce que tu produis, ta façon de réagir. Et c'est ça qu'on veut voir. Parce que nous ne sommes pas là pour jouer pour quelqu'un. Nous jouons pour le pays. Et on ne veut pas fléchir. On ne va pas mettre quelqu'un parce qu'il s'amuse avec le ballon, on va le mettre. Non. Vous parlez de qui? Non, je parle de personne. Bon, on va venir à un cas simple, à concret. Doumbéléa et Onana Elundoueli. Voilà. La différence est faite à quel moment? La différence est faite. Il n'y a même pas question de différence par rapport à eux deux. Nous allons à Tripoli. Oui. À la Cannes? À la Cannes. Walungu est dans la liste. Mais il n'est pas titulaire. Il n'est pas titulaire. Noumélia joue le premier match. Il se blesse. On a Lundu entre. Ça devient que on n'enlève pas l'équipe qui fait mieux. Ça continue jusqu'à la Coupe du Monde. Arrivé à la place, il y a un truc qu'on va vous oublier. Vous êtes là pour ça, nous sommes venus, nous sommes allés à la Coupe du Monde comme tu disais. Oui. C'est pas pour être ridicule, mais pour être quand même performant. Et il fallait des joueurs rigoureux à un certain moment. La rigueur devait être là. Donc, on enlevait souvent la technique pour mettre la rigueur. C'est là le côté. C'est le côté rigoureux qui a mis Léa à côté. Et c'est pas parce qu'il n'était pas bon. Parce qu'à l'époque. Il était un peu trop fin. Trop fin, trop technique. Et les blancs vont vite. Et si tu n'es pas rigoureux, tu es toujours en retard, machin. Bonne lecture de jeu, mais trop technique. Non, quand moi je suis débordé, par exemple, il faut que là. Et les Européens ont su ça. Ils nous faisaient jouer haut pour lancer leur contre. Ils voient ceux qui vont aller vite. Ah oui. Et là, il fallait des gens comme les Dia, Onana, qui allaient trop vite. Et qui étaient rigoureux. Ils tapaient sur les kilomètres. 10 mètres. 10 mètres. On vous fait des gens comme ça. Oui. Parce que quand les gens voient ça, ils croient que. Non. Et comment il a accueilli ça? Il a accueilli ça. Le maréchal? Non. Le général? Non. Tu sais, à l'équipe nationale, quand tu n'es pas aligné, tu supportes ceux qui sont là. À l'époque, il n'y avait pas de rancœur, il n'y avait rien. Non. Et nous-mêmes, quand nous-mêmes ça nous dépasse, on ne peut pas parler.
Est-ce que tu peux te lever pour dire à l'entraîneur que pourquoi vous n'alliez pas tel? Non. Non. Il n'y avait pas un porte-parole? Même le porte-parole n'avait pas de bouche. C'était qui? Votre porte-parole à la Coupe du Monde, c'était qui? À votre époque là, c'était qui? On avait 3. 3? On avait un peu de Thomas, Milan Roger et Belle. Ah, déjà Belle à l'époque? Oui, mais Belle était là. Ah, il a commencé ça en 82, hein? Il était en 82 avec nous. Oui, j'ai dit il a commencé à parler au nom de... Il parlait déjà. Déjà? Il ne parlait pas pourquoi. Mais il s'est habitué à parler, Ok. Moi, je suivais, c'est qui disait. Tu veux quoi? Il faut suivre, c'est un esprit de groupe. Il faut suivre. Mais si on trouvait que lui faisait mal, on pouvait dire au coach, il fait mal. Ok. Bon, mais restons sur le cas Onana Elundu et Doumbéléa. Donc vous dites que c'est le premier match, c'est là où la différence se fait. La différence, c'est pas Doumbéléa est blessé, il entre, et l'équipe il continue jusqu'à la fin de la Coupe du Monde. Voilà. Et bon, vous rencontrez le Maroc, on s'est qualifié pour la Coupe du Monde en Espagne. Oui. La préparation, comment elle s'est fait? Mais la préparation, elle a été... Avant la Coupe du Monde. La Coupe du Monde était en Allemagne. Oui. On a passé presque un mois à INF. Et là où on perd même tous nos joueurs. Ouais. Perdre comment? Perdre blessure à gauche, à droite. Manga, Maya. Oui. Même si Tawa même s'est blessé, oui. il n'a plus pu continuer la compétition. Vous voyez? Donc c'est comme ça. On a passé un mois, plein d'activités, avec plein de matchs amicaux. Contre des équipes des quartiers. Mais il faut faire des matchs avec les équipes petites. Ah oui. Ouais, Diablis nous a dit que c'était des équipes mais il faut faire des matchs. Quartiers. Oui. C'est même là où c'est mieux. Ah bon? Parce que ces équipes ne savent pas jouer au ballon. Elles viennent vous empêcher de jouer. Même là que c'est mieux. Vous faites des matchs amicaux. Oui, bon, vous conseillez ça à notre équipe actuelle? Notre équipe actuelle n'a qu'à choisir les équipes de deuxième division même pour faire les matchs amicaux. Oui. Mais il y a un calendrier international maintenant. Calendrier international. En tout cas là c'est entre États. Oui. Bon là c'est différent. Mais je dis, s'il fallait le refaire, choisir les équipes de basse zone. Parce que vous vous souvenez en 2014, on va faire un match avec l'Allemagne 2-2 pour devenir ridicule au Brésil. Vous trouvez ça normal? On menait l'Allemagne 2-0. Ah mais ils se gagnent, mais on croit qu'on est déjà bien. Alors au Brésil, on baisse le bras. Non, il y a des problèmes, non? On a vu ça en Mondovision. Pas de problème. Entre joueurs sur le stade, on a vu. Mais je dis donc que oui. Quand ça arrive là, c'est parce que la discipline n'existe pas. Quand ça arrive que les joueurs se bagarrent au stade. Parlez-leur un peu là. Comment vous faisiez la discipline là-bas? Quand vous arrivez en Espagne, votre cochambrier c'est qui? Même mon cochambrier c'est Manalondo. Voilà, justement, c'est pourquoi vous êtes là. On en parle tout à l'heure. La discipline, comment les choses étaient arrangées? Les choses sont arrangées telles que... Vous venez manger à quelle heure? La même heure. Tout le monde descend? Tout le monde. Il n'y a pas... Tout le monde est là. Même le capitaine te manque. Tout le monde est là. Tu ne viens pas après? Tu n'es pas exceptionnel. Tu es un capitaine, non? Capitaine veut dire quoi? C'est être exceptionnel. Quand il y a conférence de presse, il y a temps de presse. Tu ne peux pas dire que tu n'es pas là et on mange quand on doit manger. Le temps de presse, c'est le temps de presse où on sait que tu es là avec la presse. Quand il faut manger, tu dois être là. Vous êtes dans vos chambres à quelle heure? Non, dans les chambres, on peut rester même... C'est-à-dire à quelle heure le couvre-champ vous dit tout le monde doit être dans sa chambre? 20h. 20h. Et vous faites quoi? Vous visionnez et vous commentez. Vous discutez vous jouez aux cartes? Non, les cartes c'était à l'époque de préparation. Ah, vous jouez aux cartes? Les gens jouent aux cartes. Je ne dis pas, moi j'ai jamais joué aux cartes, mais les gens jouent aux cartes. Ça les distrait. Ça les amène à oublier les efforts physiques et tout ça. Qu'ils ont enduré dans la journée. Pas de téléphone pour causer avec la famille. Oui. Et ils s'amusent là.
cause. Oui. Bon, voilà. Bon, mes frères, vous êtes là, vous avez dit, vous êtes le... On va d'abord regarder une image. On en a Elundu, Eli, Panka. Première image. Voilà. Voilà. Bon, mes frères, j'ai tenu à ce qu'on voit cette image. Voilà les libéraux, l'équipe nationale du Cameroun. Qu'est-ce que ça vous fait déjà de voir ça? Moi, cette image, j'ai commenté ça il y a cela une semaine. Ça ne me plaît pas parce que les gens même qui envoient les images aux réseaux sociaux, on ne doit pas faire ce genre de trucs. Parce que là, c'est comme si le footballeur camerounais, à un certain niveau, devient, il fait quoi. Mais cette image, elle est mal venue parce que nous, comme c'est un fonctionnaire. Darien, chef de prison. De prison, oui. Retraité. Il ne devait pas refléter cette image. Je ne sais pas comment ça a été géré, mais moi, vraiment là, ça ne me plaît pas. Je n'aime pas. Je me coulais les larmes quand j'ai vu cette image pour la première fois. Parce que là, c'est rendre le juge au plus bas niveau. Et ce n'est pas normal. Et là, on va se poser des questions. L'État a fait quoi de lui, par exemple? Mais vous avez dit vous-même que c'est un... Il est fonctionnaire. Des prisons à la retraite. Mais est-ce qu'il y avait un suivi? Je ne sais pas si la veste déjà ses droits. Ah oui. Nous sommes là aujourd'hui. Moi qui je parle. Depuis qu'on nous fait des promesses, on a déjà fait quoi pour nous? On suivi parce qu'on a... Quel type de promesses? Qui vous a fait des promesses? Attends. Les doléances sont montées une fois. Beaucoup de doléances par rapport à notre statut. C'est-à-dire ancien lion, ancien footballeur même. Ancien footballeur. Nous avons un statut de retraité. On ne sait pas si ça a abouti ou ça n'a jamais abouti. Vous avez remis à qui? On remet souvent à qui? Au ministre, votre ministre de tutelle. Mais quand tu remets, ça n'arrive pas. Tu as quel ministre? L'actuel ministre? Laisse-moi ça. C'est les affaires depuis les 15 ans qu'on revendique ça. Non. Nous croyons que Roger pouvait accéder à ça. Mais lui nous dit que même. Il n'a pas qualité d'accéder à ça. Vous voyez quoi? Non. Moi qui vous parle aujourd'hui. Moi, nous sommes nombreux qui sont comme moi là. Nous savons comment vivre. Rester comme on est là. On est digne de nous. Ah oui. Et moi j'ai dit, je ne plierai jamais nous ne mettons jamais à genoux devant les autorités. Jamais. Parce que nous ne sommes pas là pour être comme on est là aujourd'hui. Ah oui. Nous voilà, nous faisons que partir. Mais les gens sont là, ils s'enorgueillissent. Quand quelqu'un meurt, là on vient, on met ceci, cela. Ça sert à quoi? Ça sert à rien. Pendant que les vivants essayent de les surveiller, essayent de voir comment ils vivent. Il a quand même porté le drapeau de ce pays. C'est comme ça qu'on a fait au fond Matolope ici. Comme on était à l'équipe nationale, on l'a nommé conseiller. Personne ne savait qu'il devait mourir tôt ou tard. Non. C'est quoi? On a fait croire à ces gens. Et cette photo-là, moi, je n'aime même pas la voir. Je n'aime pas la voir. Parce que là, ça fait penser autrement. Donc, que répondez-vous à ces personnes qui pensent que beaucoup d'anciens lions qui ont cette fin-ci n'ont pas su gérer beaucoup de choses? Ils ne doivent pas penser comme ça. Parce que... Parce qu'en même temps, il y a d'autres qui sont bien. Il faut demander à ceux-là qui le pensent. Ils ont géré quoi? Ces anciens lions ont géré quoi? Ils ont géré quoi? Je parle de leur carrière, gérer leur carrière. Les gars gèrent leur carrière à leur niveau. Oui. On dit que même beaucoup qui ont joué à la même époque
on gérait leur carrière. Ils finissent pas leur vie comme ça. Ils finissent pas comme ça. Oui. Ça, j'ai dit tout à l'heure que je ne sais pas comment elle a géré sa retraite. Voilà. Mais parce que c'est pas normal. Nous, beaucoup d'entre nous n'avons même pas de retraite. Mais on est là. On essaie de Mais gérer. vous avez travaillé pour la régie, vous l'avez dit, non? J'ai travaillé pour la régie. Alors, Mais comment vous n'avez pas je n'ai pas atteint le quota pour la retraite. Quand Cabra est venu, on s'est balancé les gens. Ça, tu vois. Aujourd'hui, bon, mes frères vivent de quoi? Donc? Je vis de ce que je suis. Vous voyez quoi? Je me contente, j'ai mes petites choses que je fais. Au travers les brasseries du comme l'école de foot. J'avais les brasseries. J'avais même une équipe de football féminin. Oui. Et j'ai avec tout ça. D'abord, j'ai même oublié. On a, nous tous là, nous les anciens là, même le feu Massine qui est décédé derrière nous. On a obtenu des diplômes, la FIFA à gauche à droite. On peut nous ingérer même dans l'académie de football là, pour les jeunes enfants, puisque dans les brasseries, c'est ce que nous faisons, détecter les petits enfants. Nous sommes capables de le faire. Vous avez entendu le nom d'un ancien joueur là-dedans. Vous avez entrepris des démarches dans ce sens? Est-ce que vous attendez comme ça s'appelle à vous? Je dis une chose. Oui. Vous connaissez tous les agents. C'est nous qui devons aller devant les gens pour demander qu'on veut travailler. Ils savent que nous sommes là. C'est eux qui doivent venir vous demander si vous voulez travailler. Ils nous disent aller à tel endroit, c'est tout. C'est eux qui donnent. Quand on sort de ces stages, ils sont tous à le ministre, tout le monde est là. On nous donne des attestations. Ils sont là. Ils savent qu'on est là. Donc on doit encore aller plaidoyer devant eux pour qu'on nous mette dans les académies. Non, attention. Les brasseries viennent plaidoyer devant nous. Non. Mais ils savent qu'il y a certains qui ont une expérience requise. Il faut transmettre ça. Il faut prendre on doit prendre ce qu'il y a de bon derrière eux. C'est quoi? Tu as travaillé pour quelqu'un, c'est toi qui vas encore te mettre à genoux. Pourquoi? Ceux qu'on nomme là, ils se mettent à genoux devant eux. Non. Moi, je ne le ferai jamais. Nous trouvons la attestation, on peut acheter dans l'académie, on nous envoie partout. On va travailler pour la profession des enfants, des jeunes. Pourquoi ils ne le font pas? Non. C'est une question qui n'a même pas sa place. Continue. Non, il ne faut pas. Non. Je ne vais pas me plier devant les gens. Non, on ne vous demande pas de vous plier. Ah, jamais. Vous pouvez faire savoir que vous avez une formation. Ils le savent. C'est eux qui, quand on donne les attestations, ils sont là. Ils le savent. Oui. On veut qu'on aille seulement vers eux pour commencer à nous torturer. Non. Non, ils le savent. Ils le savent. Tous le savent. Ok. Je disais tantôt, vous avez été co-chambrier de Nana Elondo pendant la Coupe du Monde. Oui. Comment ça se passait? Comment était-il? Quel genre de... C'est la première fois que vous avez fait la même chambre à partager? C'était la deuxième fois. La deuxième fois. Mais c'est un garçon vraiment. C'est un garçon bien. Humoriste. Il créait toujours une petite situation pour que les gens rient. Ah bon? Franchement, non. Ce garçon était... Il s'est intégré facilement à l'équipe nationale. Il s'est intégré vraiment. Tout le monde avait l'air sur lui par rapport à ces choses qu'il faisait. Oui. Nous, on jongle avec le pied, quelqu'un jongle avec le pied. Ils jonglent avec le type. On en a l'autre. Ça fait un genre que tout le monde le rit. Donc, il était comme un humoriste. Au stade, il se donnait à 200%. J'ai vu deux gars comme ça. Avec lui, avec Njia. Il va toujours revenir sur Njia. Njia, gens qui se donnaient à 100%. Corps et âme. Corps et âme. Parce que je me souviens d'un match Cameroun-Italie. Njia tamponne Paolo Rossi. Rossi tombe. Njia vieille piétine. C'est noir. Il lui demande Brice, fait comment? Njia me dit, va jouer pour toi là-bas, ici. C'est mon capitaine. Tu n'as rien à me dire. Mais c'est un gars engagé. Njia Brice.
cuisse au Naraoundou. Quand tu as deux tournadors comme ça, tu respires. Ah oui. C'est ça qui a fait la force de ces deux gars. C'était vraiment grand. Ça qui a fait qu'on prenne un seul but en Coupe du Monde. Hein? Et un seul but pris comment? Ah oui, hein? Pris comment? Parce que, franchement, la Coupe du Monde 82, les pays ont la chance que le Cameroun n'ait pas marqué le premier but. Mais vous avez marqué un but face au pays qu'on a refusé. Non, refuse. Après, vous avez dit qu'on jouait bétonné. Vous avez dit qu'on nous a demandé de jouer bétonné. Maintenant, on marque un but qu'on refuse. On a fait comment pour arriver là-bas? Si vous voyez le match Cameroun-Pologne, dans la seconde mi-temps, la Pologne était à terre. On a arrêté le but qu'on n'a jamais raté dans la vie. Oui. On est venu jouer fermé. On avait notre... Je vous ai dit que le Cameroun n'a jamais joué vite. Avec notre manière de jouer, on a imposé notre rythme aux Européens. Ils devaient suivre notre rythme. Alors quand on en avait, on jouait comme nous, on sait jouer. Ah oui. Parce que le but qu'on le péril, le bras dit hors jeu de maillot, ça existe où? Le maillot de Roger, hors jeu. Voilà. Nous, on est allé jouer à la défensive. Qui a marqué un but qu'on n'a pas rendu? L'Italie marque un but. Là, à la moindre minute, on égalise. Et aussi rentre derrière, disent qu'il ne joue plus. Et c'est comme ça. Les matchs de poule, c'est comme ça, c'est le calcul. L'adversaire ne doit pas prendre ton point. Le calcul. Quand vous dites pas que les gens ont joué, c'est quand vous allez maintenant au second tour où on te tape, tu restes. C'est là où ça entre vraiment. Mais les matchs de poule, c'est le match de calcul. Toi, moi, je dois avoir 6 points à l'époque. Oui. Je ne dois pas perdre mon point. Je ne dois pas le perdre. Même si c'est au moins 6 points. Ou bien au moins 5 points. Au moins 3. Parce que c'était 6. À l'époque, c'était 2. C'était 2. Oui. 6. Si j'ai au moins 3, c'est bon. Je ne dois pas perdre mon point. Donc, il y a ceux qui vont dire que l'on jouait, j'accepte. Mais on a quand même marqué, on a refusé. Et ils ont marqué, on a refusé. Non, c'est ça. Continuons. Donc voilà, ça augure une nouvelle ère, parce qu'en 82, après cette Coupe du Monde, ouais. Le Cameroun, c'est déjà un an au niveau de l'Afrique. Ouais. Il y a eu cette continuité avec la Côte d'Ivoire, notre premier grand trophée, puis jusqu'en 2017. Donc c'est vous qui avez permis au Cameroun de se faire ce nom-là, l'esprit inculqué, faire peur aux autres. L'esprit inculqué dès le départ, le charisme inculqué dès le départ, a trouvé son cheminement, même ceux qui nous suivaient, avec cet esprit. Tous ceux qui nous ont suivis avec ça. Mais on a parlé d'une grande équipe avant 72. Bon, l'élimination en demi-finale, là peut-être, la sortie en demi-finale a cassé quelque chose. Oui. Entre 72 et 81, 82, le football camerounais un peu piétiné au niveau de l'équipe nationale. Voilà, au niveau des clubs. Voilà. Donc les clubs ont pris le relais. Ont pris le relais pour mettre ça, la prochaine équipe en valeur. Oui. C'est pas sûr. Oui. Parce que toute la nouvelle génération qui part de là, c'est elle qui arrive en 82. Celle qui arrive en 82. C'est ça. On a pris du temps pour nous forger. Comme aujourd'hui. Vous voyez comment nos clubs sont indépendants. À peine tu entres, on te sort. Ça n'a pas de sens. Il faut une nouvelle politique sportive dans ce pays. Parce que pour moi, pour avoir une grande équipe nationale aujourd'hui, il faut prendre nos 10 ans. Et passant par où? On doit commencer par nos clubs. Non, nous sommes champions d'Afrique. Nos clubs même du championnat. Oui. Parce que les gens vont toujours dire que c'est des idées rétrogrades. Et moi, je ne trouve pas. Parce que nous, à l'autre époque, nous tous sommes en championnat du Cameroun. Nous, on était en stage permanemment à l'équipe nationale. Permanemment. Tous les 2 mois, j'avais un stage de même 2 mois. Tout le monde s'est réuni. C'est là où on a acquis les automatismes et tout. Les gens étaient en stage permanemment.
À l'époque, les gens ne sortaient pas n'importe comment du tout du Cameroun. Justement. Ça, tu vois. C'est ça qui fait même la plus grosse faute du Cameroun. Je crois qu'on venait chercher les gens. On venait chercher. Oui. Si on ne vient pas te chercher, tu vas sortir, tu vas. Tu ne sortiras jamais de ce pays. Voilà. Et ça fait un bloc. Tout le monde a suivi. Il y avait des équipes juniors, équipes cadettes qui se formaient toujours en permanent stage. Et ça a fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, quand on a une sélection nationale, par exemple, et comme nous avons la victoire, nous devons même plus aimer la victoire. Nous devons même travailler pour obtenir cette victoire-là plus tard. On a dominé le football africain pendant plus de 30 ans. Cameroun, depuis 82 jusqu'en 2000, on a dominé le football africain. Maintenant, nous sommes sur un truc. Une pente descendante. Il faut remonter. Mais nous sommes champions d'Afrique, comment on parle de ça? Champions d'Afrique, avec ce qu'on a eu là. Oui. Mais c'était pas la dimension. Mais on a eu. Mais maintenant, il faut qu'on reste dans ça. Et pour rester dans ça, parce que nos joueurs même, de l'autre côté, c'est des joueurs de seconde zone. Franchement, hein, et quand vous réunissez les gens pendant 3 jours, ils vont acquérir quoi? Les gens qui jouent, qui sont des horizons divers, ils vont acquérir quoi? Les automatismes sont ouf. Il n'y a rien là. Même moi, comme nous on a des idées de programme, moi j'aurais voulu que le championnat national comme là, on a une équipe à première. Oui, justement. Qui a tous les joueurs champions de première division. On commence à former cette art. Tous jouent encore au Cameroun. Quand on est au rythme de stage permanent, donc on a une équipe ici dans ce pays, on ne compte plus beaucoup seulement sur les professionnels, comme on dit professionnels. Ah oui. Parce que ça aussi, ça nous fait trop peur. Les professionnels? Mais quand le Cameroun veut le résultat, on va tout te dire qu'il faut appeler les professionnels. Et quand ça ne donne pas, ça devient quoi? La Confédération, une équipe qui vient de gagner la Coupe d'Afrique, Confédération, on dit qu'elle ne vaut rien. Parce qu'au Cameroun, tout le monde est entraîneur, tout le monde est tout. On a laissé cette équipe évoluer normalement. Donc on a appelé les mêmes. Mais comme ils sont professionnels, c'est pas facile. Quand tu attends le programme FIFA, vous les appelez pour 3 jours. Ça ne donnera rien. Ok. Bon, mais ferme, ce débat sur la nationalité de l'entraîneur. Un Camerounais ou un expatrié? Votre position là-dessus? Ce débat, je n'ai jamais voulu répondre à ce débat. Oui. Parce que quand le Cameroun fait le bon résultat, il joue avec les gens qui viennent de l'autre côté. On n'a jamais accepté que nos propres... On a eu notre médaille d'or avec non, vous n'acceptez jamais. Oui. Vous avez eu la médaille d'or avec Akono. Oui. Arrivé chez vous avez donné l'équipe nationale. Sur 8 matchs, Akono a gagné 6 matchs. Il a fait un match nul. Il a perdu un match, vous avez dit que le bilan est négatif, vous l'avez chassé. Non, ils ont dit que le Cameroun... C'est négatif. Non, ils ont dit qu'il manquait de la manière. La manière le Cameroun ne joue pas avec la manière. Ne joue pas avec la manière. C'est qu'on avait collé à Japon. Et vous l'avez chassé. Oui, justement. Et vous voulez encore, vous les entraîneurs camerounais, courant sur leur tête. Les 20 millions de Camerounais qui sont coachs plus qu'eux-mêmes qui sont là. En plus, n'ont pas de contrat. Comment un monsieur peut se mettre dans un boulot comme celui-là, qui casse la tête parce que être entraîneur de l'équipe nationale du Cameroun, c'est la mort. C'est la mort. Tu as le coup de fil tous les jours. On t'insulte. Tu entends à la radio, tu entends partout. Mais tu n'as pas de contrat. Parce qu'on dit que tu es fonctionnaire de l'État. Pendant qu'on donne à un blanc 20 millions, le Cameroun doit rester à 300 000, hein, comme il est fonctionnaire. C'est le travail de 300 000 qui fait. Hein. Ou le blanc doit 20 millions. Non, pardon. Cette affaire, laissez ça. Moi, je n'aime pas répondre à cette question. Parce que vraiment, elle est embarrassante pour vous. Oui. Je ne comprends pas. Elle est embarrassante pour vous. Franchement, je n'aime pas répondre à ça. Parce que je vais m'attirer les ennuis pour lui.
Mes frères, je leur dis, pardon, laissez la faire sur le blanc. Parce que ils ont le contrat. Nous n'aurons jamais de contrat ici dans ce pays. On va te signer un contrat de 5 millions. Que tu as qui? Tu as qui? On signe le contrat de 20 millions à quelqu'un. 30 millions. Quand le gars est venu sur, on l'a fait en gros sous pompe avec 90 millions pour la fête seulement. Aucun résultat. Aucun résultat. Non. On a eu des Yougoslaves ici qui étaient payés par la population. Le pays. On a eu des résultats comme Radé Ivanovic, mais qui étaient payés par le pays. On a une petite ligue qui était payée par la population allemande. Et vous voulez quoi? Et quand il vient la roue, parce qu'il vient prendre un nom sur le Cameroun, vous donnez 90 000. Tous viennent chercher les mêmes. Ils ont formé l'équipe ici. Mais pour le cas particulier de Claude Leroy, certes, il s'est fait un nom, mais il a quand même laissé. Il a laissé. Je vais vous dire une chose. Il a laissé de la pépine. Je vais vous dire une chose. Oui. Que vous ne connaissez pas. Claude Leroy n'a formé personne au Cameroun. Non, pas formé, on dit, mais là, je dis vous a fait découvrir des... Non, c'est pas lui qui a même découvert ce gars. Comment ça? Je vous coupe. Il y avait un éleveur ici qu'on appelait Carlos Leroy. Oui, Pékin. C'est lui qui a pris les mots, les membres, les camas. C'est ça. C'est son travail. C'est son travail. Il est venu récupérer ce match-là pour mettre à l'équipe nationale. C'est le travail de Carlos Leroy. C'est pas le travail de Claude Leroy. Non. Parce que tous les jours, tous les Camerounais croient que c'est Claude Leroy est venu. On est en 98 à la Coupe du Monde. Et puis un moment, il demande une défensif. Vous croyez que c'est normal? Vous êtes en train de voir les rires aux champs qui sont là comme ça. Non. Il n'a formé personne. Il a trouvé ce que les gens ont sorti de terre pour mettre. C'est lui qui est allé chercher le nom à Puma. C'est quand même dedans. Et il était en stage tous les mois, tous les 3 mois, il était en stage à nous, ce garçon. Non. Quand vous le connaissez, parce que demandez. Attention. Il a fait quoi? Prendre de même demi-défensif, parce qu'il faut être blessé. Demander un avant-centre qui va marquer le but. Non. Mais vous l'avez laissé faire? Qui a laissé? On était là. Dans d'autres pays, ça ne se passe pas comme ça. C'est le truc. Vous êtes complice, vous aussi. Nous sommes condamnés. Vous ne devez pas laisser passer une telle forfaiture. Vous n'êtes pas le premier à dire il a fait. Il a fait. Oui. Il a trouvé une équipe nationale. Il a conduit jusqu'à un niveau. Il a fait quoi? Mais ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens à qui on donnerait ces mêmes. Il y a des gens à qui on donnerait ces mêmes gars. Je dis une chose. Vous n'allez pas mettre le travail de Claude Leroy comme ça. Vous n'allez pas balayer ça. Son problème, c'est de travailler. Mais qui comprend? Parce que nous, à cette époque-là, aucun intérêt n'a dit que les Camerounais, les Camerounais ont accepté son système de jeu. Tu mets ton système aux entraînements, quand ça arrive au stade, ça capote, les joueurs eux-mêmes créent leur façon de jouer. Ils jouent. Non. Quand tu as des joueurs talentueux, chacun peut te sortir sa patte d'un côté. Oui, ça touche d'un côté. Non. Il dit pas souvent que les Blancs font quoi? Ils sont là pour contrôler leur travail. Mais c'est eux qui jouent au stade. Il va te dire de tacler. Il va te dire de tirer au goal. Il va te dire de dribbler. Donc ils ne servent à rien alors. Ils sont là pour encadrer, donner la manière de jouer. Mais quand arrivé là, ça change. On joue à notre manière. Ok. Bon, mes frères, votre carrière s'arrête à... Vous avez dit, c'est la blessure qui vous met... Blessure, oui, qui me met. Oui. Mais ça vous empêche de jouer à la CAN 84. Oui. 84. Ok. Donc tout s'arrête là. Et depuis... Non. Après, le jubilé. Je ne pense même pas à ça. Pourquoi? Non. Je le fais. Peut-être que les gens feront ça à ma place. Les gens font votre jubilé à votre place? Oui. En tout cas, je suis sur ça. Ah, vous préparez votre jubilé? Je suis sur ça. Je suis sur ça avec mes partenaires de part et d'autre. Parce qu'on a quand même des gens partout en Europe, partout, qui ont envie
de voir cet événement. Mais ça n'a pas trop attendu là? Non, mais trop attendu parce que c'est tout un projet. Hein. Oui. Voilà, c'est pas, on ne se lève pas un jour pour dire qu'on doit faire. C'est un truc qu'il faut étudier et avec les aboutissants. Avoir au moins 3 ans et puis trouver le moyen. Bon, mais vraiment, on s'achemine petit à petit vers la fin. Qu'est-ce que vous avez à dire aux autorités aujourd'hui pour que les choses changent? Non, il ne faut pas garder. Vous êtes quand même, comme on dit de manière triviale, vous avez fait beaucoup de choses pour ce pays, donc votre voix compte. Bon, mes frères. Tout ce que je peux dire aux autorités. Oui. C'est que ces autorités, tout ont vécu les vrais efforts du sport, du football dans ce pays. Oui. Qu'elles adhèrent à tout ce qui s'est passé avant. Et qu'elles apportent leur touche. Leur plus grande touche. Pour faire croire aux gens que ce qui s'est passé avant était moindre. Tout ce que je peux leur demander. Qu'ils s'y mettent vraiment. Qu'ils mettent l'œil dessus. Qu'ils amènent le sport, surtout le football, à se relever dans ce pays. Parce que c'est la catastrophe. C'est ce que je peux leur dire. Donc si demain on vous appelle à l'académie, vous y allez? L'académie c'est pour prendre les enfants. Ça me coûte quoi? Tu nous fais ça? J'ai amené des filles, mon équipe, je ne sais pas si vous vous souvenez, Franck Lucette. J'ai gagné 3 fois la Coupe du Cameroun en 3 ans. Un doublé. Et c'est ma fille qui a donné la lettre au président. Vous avez suivi cette affaire? Oui. Ma capitaine. On l'a vu en direct. En direct. Et on a dit que bien on devait dire, c'était pour accuser la fédération. Alors que on plaiderait pour le football féminin. Que Maman Chantal, tous les gens là, tout ce qui est Chantal, qu'elle mette aussi l'œil sur le football féminin. C'est ce qui était dans la lettre. C'est ce qui était dans la lettre, c'est le dénonce qu'on demandait. Mais ça devient comme si on accusait l'Africa Foot. Voilà quel pouvoir pour accuser l'Africa Foot. Ah oui. Voilà. C'est normal, non? C'est l'instance qui gère. Si vous constatez qu'il y a des manquements, c'est normal qu'ils se sentent indexés. Mais les manquements, ce n'est pas par rapport à eux. C'est par rapport à la personne. Notre mère. Qu'elle ait aussi l'œil sur le football féminin. Parce que moi, je me souviens une fois. On fait une finale de football féminin à Yaoundé. Il y a un homme, il arrive au stade. Il s'exclame. Comme si qu'il ne savait pas que le football féminin existe. Alors qu'il est au stade, lors d'une finale. Il ne savait pas. Donc, il y a des choses. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ok. C'est pour qu'elle ait l'œil sur le football féminin. Parce qu'elle a eu le tour cyclisme. Vous voulez qu'elle ait aussi l'œil sur le football? Pourquoi pas organiser un petit truc pour le football féminin? On l'a vu très contente en 2016. Ah voilà. Et dans cette équipe, j'avais au moins 4 filles dedans. L'équipe nationale du Cameroun. Elles sont toutes à l'extérieur aujourd'hui. Oh, vous voyez, on ne veut que l'évolution, on veut que l'obligation. On veut qu'on encourage, que les gens s'y mettent vraiment. C'est tout ce qu'on veut. Ok. Donc on retient que le jubilé de Mbom FM, c'est pour bientôt? Bientôt. Ok, Mbom FM, je vais vous inviter à regarder cet hommage. Pauline Poissier-Maïnga qui s'en est allée définitivement. Vous avez trouvé des ancêtres. C'était à Macondo hier. Mais avant cela, il y a eu cette étape, l'ultime étape de ses amis à Douala. La levée de corps à l'hôpital La Cantini, suivie de la messe à la cathédrale Saint-Pierre-et-Paul de Douala. Nous avons, nos reporters, recueilli quelques témoignages. Pauline Poissier-Maïnga, dimanche avec vous, dernier hommage. Je garde Madame Pauline Poissier-Maïnga, une plume comme on n'en trouve pas beaucoup. Le souvenir de quelqu'un d'engagé, c'est une femme de conviction. Lorsqu'elle avait une position, elle la défendait âprement. Quelqu'un de très professionnel et au grand cœur. Une grande dame finalement.
je pense que c'est une grosse perte pour la presse camerounaise. Bon, j'ai perdu mes parents en 1999 et je crois que j'ai jamais autant pleuré. Parce que c'est... Je peux dire que j'ai tout appris. On a commencé ensemble au journal, elle ne voulait pas faire le journaliste parce qu'elle avait peur, elle n'avait pas le diplôme. Et je crois qu'on a reçu une bonne chose. Elle avait toute cette foule-là. On vient de revoir la professionnelle. J'ai pas beaucoup de choses à dire parce que je suis tellement ému, mais on a fait du bon travail. En réalité, Pauline, beaucoup de gens m'ont demandé par exemple pourquoi je me trouve là. La petite histoire, c'est que à la naissance du journal qu'on appelle Le Jour aujourd'hui, nous sommes la première équipe, Pauline, moi et une autre personne qui est en France à ce jour. Et l'histoire part d'une confrontation, mutation. On anime d'abord le mutation à Manmana, à Douala, et puis finalement on va à la création de Le Jour. Et après, effectivement, on anime Le Jour moyennement. C'est la première équipe Le Jour à Douala. Après, on est dans le syndicat, finalement dans le même bureau du syndicat national des journalistes. Et finalement des amis. Donc ça, la toute petite histoire avec eux. Et lorsque on a vécu des étapes comme celle-là, avec quelqu'un, on ne les oublie pas. Parce qu'à la fois, je suis là parce que Pauline représente une partie de la presse, de l'histoire de la presse camerounaise. Vous avez par exemple c'est monsieur qu'on ne voit pas qui s'appelle Azibazé, vous avez vu tout à l'heure, qui en réalité c'est eux les pionniers de la presse. Et Pauline faisait bien partie de ces équipes-là. Donc on peut être dans un pays où on ne reconnaît pas les gens, ou alors où on fait beaucoup de folklore, mais c'est quelqu'un qui a connu l'histoire, qui a fait l'histoire de la presse camerounaise, qui vient de partir. J'ai le souffle coupé, vraiment coupé. C'était une grande amie, mais que dire? Il faut tout simplement accepter et remettre tout aux mains du bon Dieu. C'est le chemin de nous tous. Pauline Poincier, Maninga, va et repose en paix. Merci à toute l'équipe de Dimanche avec vous. Beaucoup de peine quand on a eu la chance de rencontrer une personne comme celle-là. Pauline était très entière dans tout ce qu'elle faisait. Elle savait gérer l'amitié et elle savait faire la part des choses. Son job, elle savait ce qu'il fallait faire. Donc Pauline, entre Pauline professionnelle, Pauline amitié, Pauline fraternité, elle mettait chacun dans son lot. Elle mettait chaque chose dans sa cage. Et elle le faisait bien, elle le faisait avec détermination, elle le faisait, je peux dire, avec professionnalisme et davantage, comme je le dis dans mon entame, dans son entièreté. Et on perd vraiment une très grande dame, une citoyenne forte. Bon, tout ce qu'on peut dire d'elle aujourd'hui, c'est qu'elle repose en paix. Oui, particulièrement, je suis très triste parce que nous avons commencé le journalisme avec Pauline Poincier en 90. Et elle est restée une amie très proche à moi. J'ai beaucoup admiré Pauline parce qu'elle faisait des reportages avec des garçons sans sentir être une femme. Particulièrement moi, j'ai fait des reportages hors de la ville de Douala avec Pauline. Il y avait des nuits, elle disait David, s'il n'y a pas d'argent, cherchons une chambre pour me dormir. Cela amusait beaucoup des amis qui ne connaissaient pas nos relations. J'avais été très ému quand elle a fait son accident parce que je m'étais dit qu'elle ne s'en sortirait pas. Elle était très brave, elle s'en est sortie. Elle s'est remise à travailler. Mais cette fois-ci, quand on m'a dit qu'elle était malade, j'ai senti que Pauline n'avait pas le courage d'avant. C'est-à-dire qu'elle avait perdu comme l'espoir. Je ne comprenais pas très bien jusqu'au jour où un matin, on m'a annoncé qu'elle est décédée. Pauline, elle va beaucoup nous manquer dans son impertinence, dans son imprévisibilité et aussi dans son attachement et son amour. C'est une personne agréable que je connais depuis notre temps d'enfance, qui était imprévisible, je connais depuis notre temps d'enfance,
qui était imprévisible, mais qui était d'une très grande profondeur dans l'attachement à nous autres. Elle aimait la liberté. Voilà. Adieu. Quelqu'un de très cher. Quand on perd un parent, vous savez qu'on est dans la consternation, donc c'est difficile d'en parler. D'ailleurs, on veut ne pas croire, mais ça fait très longtemps quand même. Et on a accepté que Pauline n'est plus parce que quand vous regardez à côté de vos bureaux, vous voyez sa chaise qui est vide. Pauline s'en va, c'est une grande sœur qui part, c'est un journaliste entier qui part. Dans tous les sens du terme, elle était totale, Pauline. Elle était inspirée et elle transmettait cette inspiration. Elle était regardante sur le travail des gens et sur son propre travail. Elle était regardante sur tous les secteurs de la vie de ce pays. Elle avait un mot à dire sur presque tout, ce qui était d'ailleurs résumé dans ses chroniques. Pauline, c'était celle qui, malgré la maladie, elle était toujours là jusqu'au dernier jour, hein, jusqu'à ce qu'elle entre ici à l'hôpital pour cette maladie qui a finalement eu raison d'elle. Elle venait au bureau et elle parcourait tout le journal tous les jours. Elle faisait des remarques sur le travail de chacun. C'est une maman qui s'en va. C'est un vide qu'elle nous laisse. Voilà. Et Pauline était très brillante. Je me souviens de ce fameux article, secrétaire d'érection ou secrétaire de direction, qui a fait du bruit dans ce pays. Et enfin, elle est partie. La seule chose qu'on peut demander, c'est que vous deveniez de Pauline Maniga. Vous avez la même force, le même tempérament. Donc faites comme elle. Comme ça, nous allons vous... Ceux qui seront là, pas moi. Moi, c'est d'abord une malchance de voir qu'une fille qui est plus jeune que moi parte. Je ne comprends jamais qu'une personne plus jeune que moi meure avant moi. J'estime que ce n'est pas normal. Voilà, le tour sur le plateau de Dimanche avec vous, c'était l'hommage ultime, hein, de Dimanche avec vous à Pauline Poissier-Maïga. Je vous ai vu ému. Bon, avec tout ce que vous connaissez bien, Pauline? Je connaissais bien. Et avec tous ces témoignages-là, moi, ça me rend très émotif. Puis je ne peux même pas supporter ce genre de truc. Parce que là, c'est comme, d'ici le 3, le 5 ans, j'irai chez Nanalundo, j'aurai le même pressentiment parce que moi, ça me pénètre profondément. Et tout pour une personne qui aimait tout le monde, avec qui on parlait de tout et de rien. C'est pas épargnant que la terre nous adore soit légère, c'est tout. C'est ce que je peux dire. C'est gênant. Donc vous irez accompagner Nanalundo bientôt, bientôt, son village, sa dernière demain. Oui. Vous avez des choses dans le cœur? Non. Non. J'y vais là-bas. Par rapport à tout ce qu'il a subi? Par rapport à tout ce qu'il a subi, bon, je sais que quand on se retrouve entre nous, anciens, bon, on essaie d'éliminer le mauvais côté. Oui. On voit seulement ce qui est bien. Tout. Okay. Parce qu'on ne peut pas se mettre à tourner autour pour qu'on commence à chercher ce qui s'est passé maintenant. Donc. Ok, merci. Sur ce plateau avec nous, Landima. Bon après-midi. Voilà. Merci, bon après-midi. Bon matin. Oui. Oui, Eric W. Watat. Non, mais il a essayé. C'est bon. Ok, merci. Il a vraiment essayé. Et c'est bien. Surtout au niveau des cheveux. Les cheveux sont blancs, oui. Il a bien vu. Mais c'est que quand on vieillit, oui. La vieillesse s'étend là-dedans. Mais il a essayé quand même. Essayé. Et c'est bon. Ok. Je félicite. Ok, merci. C'est pour ton portrait en live, quoi. En direct. Ok. Vous avez pris la photo?
Il n'y a à faire. C'est bon. Les gens comme vous doivent être encouragés. Voilà l'art qu'on veut. Là, le ministère du Tourisme et les arts, c'est ça qu'on veut. Les gens comme vous là-bas. Pour produire ce genre de portraits. Parce que vous êtes capable de dessiner n'importe qui. En un temps très court, hein? Oui, en un temps très court. Nous, de 2 heures, vous avez à sortir un truc comme ça. C'est fort, hein? Il faut le faire. Ok. Merci, c'est à vous. Merci bien. Hey! Alors, je vais mettre ça au mur. Oui, bien sûr. Voilà, Landryman. Merci, hein, merci. De votre touche, le coup de pinceau. Merci. Voilà, pour me faire merci. Hein. Oui. Ça, on a appris beaucoup de choses aujourd'hui avec vous. Oui, mais tant que je suis à votre disposition. Oui. Sauf qu'il faut être clair au départ. Oui. Parce qu'il ne faut pas que ça surpris par quelque chose. Voilà, justement. Alors, je suis entré dans certaines choses, je n'aime pas ça. Bon, je vous remercie. Voilà, merci beaucoup, Mbom. Oui, merci. Des bons souvenirs, hein. Vous avez appelé des choses, hein. Nous sommes une bibliothèque. Vous l'approchez de nous. Vous avez tout. Voilà, c'était dimanche avec vous, dimanche avec Mbom et Frère. Envie de le revoir, c'est dimanche 12h30, mardi 13h30 et 22h. Toute la grosse équipe conduite par Séverin Chouban vous donne rendez-vous dimanche prochain lorsqu'il sera 13h30. Quant à moi, je vous dis, madame, monsieur, vous pouvez reprendre une activité normale.